J'ai vu arriver des enfants de plus en plus nombreux qui connaissaient les histoires par cœur. Beaucoup de filles aussi, ce qui était assez rare dans la bande dessinée à l'époque. En 2 ans, on est passé de 2000 lecteurs à 50 000 lecteurs. Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bonjour, je m'appelle Zep. Je vais vous raconter un peu ces 30 années passées avec Titeuf. L'histoire de Titeuf, elle commence en 92. Moi, j'avais un atelier dans une cité de Genève qui s'appelle Carouge, et mon atelier donnait dans une cour d'école. Donc, à l'heure de la récré, vacarme incroyable, pas tellement possible de bosser. Donc, je me mettais à la fenêtre puis je regardais les enfants jouer. Et un jour, j'entendais les enfants s'engueuler, s'invectiver un peu en inventant des insultes marrantes, cette espèce de poésie enfantine qui m'a replongé dans l'enfance. Et j'ai vraiment eu une sensation de... Je me retrouvais dans ma chambre d'enfant. Et je retrouvais les odeurs, les sensations, la trouille aussi, les angoisses de cet âge-là. Et je me suis dit, ouais, il se passe un truc, je vais vite noter tout ça. Donc j'ai commencé à dessiner dans un cahier des espèces de bouts de pages avec des personnages comme ça qui se parlaient dans une cour d'école. J'ai dessiné la cour qui était sous ma fenêtre. Et j'ai dessiné mes copains d'enfance, Manu, Hugo, Nadia. Et au moment de me dessiner moi, je me suis dit, je vais vite coincer parce que j'aurais 3 ou 4 anecdotes à raconter. Et j'avais trouvé un petit bonhomme avec une mèche pointue sur la tête quelques jours plus tôt pour un autre projet. Donc j'ai mis ce bonhomme, il avait une tête d'œuf et voilà, il a dit salut Manu, et les autres lui ont dit salut Titeuf. C'est parti comme ça. Et c'est en les relisant 1 ou 2 jours plus tard, je me suis dit mais c'est vachement mieux que les autres choses que j'ai fait. Il y a un ton que j'ai jamais trouvé ailleurs. J'ai envoyé ça à tous les éditeurs que je connaissais et tout le monde a refusé. J'étais vachement déçu quoi. J'avais l'impression que j'avais trouvé une belle idée et puis non. Mais j'étais toujours dans cet état où j'avais l'impression de ressentir un peu ma vie. Donc j'ai continué à faire des pages, j'en ai fait une 30aine, je pense. Et en me disant, ben tant pis pour eux, je vais le faire pour moi, ce sera mon projet, une espèce de journal intime de mon enfance. J'étais quand même vachement vexé que personne ne les ait voulu, donc je les ai proposé à un magazine fait par des copains, vraiment un petit journal pour les fans de BD, qui s'appelait Sauf qui peut, qui était édité à Genève. Et eux ont publié quelques pages de Titeuf. Ça s'appelait pas Titeuf, ça s'appelait Souvenirs de môme. Ben, les gens ont tout de suite réagi à ces pages. C'était nos copains qui lisaient ça. On a d'avoir une centaine de lecteurs, mais les gens les faisaient marrer, retrouvaient quelque chose de leur enfance. Et donc, j'étais assez content, mais je savais pas ce que j'allais en faire. En fait, il y avait pas d'éditeur, donc j'ai continué à en faire un peu. Et un jour, un éditeur de chez Glénat, un grand éditeur en France à qui j'avais pas envoyé les pages, parce que Glénat, à l'époque, était surtout connu pour être un éditeur de BD historique, plutôt sérieuse. Je m'étais dit, si ceux qui font ce genre de bande dessinée me jettent, qu'est-ce que je vais quand même pas être maso au point d'envoyer chez Glénat. Et un éditeur de Glénat, Jean-Claude Camano, m'a appelé un jour. Il m'a dit, voilà, j'ai vu vos trucs, ça m'intéresse, j'ai envie de faire un album avec vous, et ça a démarré comme ça. Le premier tome de Titeuf est en noir et blanc, parce que les pages étaient en noir et blanc dans ce fanzine qui ne publiait pas de couleurs. C'était simplement pour ça, c'était pas un choix esthétique, c'était un choix par désarroi. Et moi, j'avais très envie de faire de la couleur. Mon éditeur m'a dit, mais non, c'est très bien en noir et blanc. J'avais déjà, je sais pas, une vingtaine de pages qui étaient dessinées, donc j'ai terminé mon album en noir et blanc, mais en les tannant pour avoir un tome 2 en couleur. Et ils m'ont dit, attends, on va déjà voir ce qui se passe sur le premier. Mais en fait, quand le premier est sorti, j'avais déjà dessiné une grande partie du 2. J'étais hyper impatient et j'étais persuadé en fait que cette espèce de porte ouverte que j'avais eue sur l'enfance allait se refermer. Ça allait se refermer, un matin j'allais me lever incapable de raconter des histoires autour de l'enfance. Je harcelais mon éditeur en lui disant il faut qu'on fasse un tome 2, il faut qu'on fasse un tome 3, il faut qu'on sorte tout cette année parce qu'après ce sera fini et ce projet il faut qu'il existe maintenant. Alors, je me suis un petit peu détendu maintenant, après 30 ans. Je sais que quand le premier album est sorti, j'ai tout de suite senti qu'il se passait quelque chose qui n'était pas comme sur mes autres projets. J'avais déjà fait 3 albums de BD, d'autres projets avant. Et puis voilà, c'était des albums de jeunes auteurs. On va dédicacer en librairie. Si on est invité en librairie, on est derrière notre table, il n'y a personne, il y a notre maman qui vient, ou 2 copains. Enfin. Et là, même chose, les copains qui viennent, mais pendant qu'on est en train de dessiner, d'autres gens arrivent, des gens lisent le bouquin, se marrent, reviennent, viennent avec d'autres. Donc de dédicace en dédicace, je me suis retrouvé avec 5, 10, 20, 50 personnes. De plus en plus de gens venaient. Donc je sentais qu'il y avait un vrai intérêt autour de ce personnage. Mais il n'y a pas eu tout de suite la validation de l'éditeur, parce que ça restait très modeste. En dédicace, on se rend compte, parce que quand on passe de 5 lecteurs à 20 lecteurs, c'est spectaculaire dans une petite librairie. Au niveau d'un éditeur, ça l'est pas tellement. Donc voilà. Mais bon, ils ont quand même accepté au bout de quelques semaines ou mois, maintenant je me souviens plus, de faire un tome 2 qui est sorti la même année, qui est sorti quelques mois plus tard. Et puis c'est pendant la tournée de dédicace du 2e tome que j'ai commencé à voir arriver des enfants.
Au départ, le public de Titeuf, c'était un public d'adultes, vraiment. Moi, j'imaginais que ce serait lu par des gens de mon âge qui auraient envie de retrouver leur enfance, comme moi je le faisais dans ce projet. Et puis, j'avais envie de raconter une enfance le plus réaliste possible, c'est-à-dire aussi de parler des sujets qui étaient plus difficiles, plus délicats. On était en 92, donc voilà, c'était la période du sida, la guerre des Balkans, il y avait énormément de réfugiés. Toutes ces thématiques-là, auxquels les enfants sont confrontés. Alors, ils n'étaient pas confrontés, eux, directement, personnellement, au sida, mais il pouvait y avoir quelqu'un dans leur entourage, et en tout cas, ils voyaient les affiches dans la rue, les campagnes de prévention, où tout à coup, on présentait la sexualité, qui est aussi un sujet à venir pour les enfants, mais Titeuf, c'est un préado, donc il sait quelque chose l'attend, là, d'un peu bizarre, et quand ce truc un peu bizarre qui l'attend est associé à la mort, ça devient encore plus anxiogène. Donc j'avais envie de parler de tout ça avec l'humour d'un enfant, en fait. Donc là, j'ai vu arriver des enfants, de plus en plus nombreux, dans les dédicaces, qui connaissaient les histoires par cœur, qui me parlaient de Titeuf, qui me parlaient de Nadia, beaucoup de filles aussi, ce qui était assez rare dans la bande dessinée à l'époque. Tout ça a été assez vite, puisque en 2 ans, passer de 2000 lecteurs à 50 000 lecteurs, donc ça a été quand même assez rapide. En Suisse, je me rappelle de dédicaces vraiment qui tournaient à la catastrophe, mais c'était assez drôle en fait, parce que les gamins étaient très indisciplinés, ils grimpaient sur les tables, c'était ingérable. Et je me rappelle des salons du livre de l'époque, il y avait le salon du livre pour les auteurs, puis moi j'avais une espèce de petite tente à l'extérieur pour pas perturber l'ordre du salon du livre. Mais c'était très marrant, j'aimais bien ce chaos. Ça donnait quelque chose d'aussi assez festif en fait, et assez dédicace, qui était souvent très formel, avec des fans de BD qui font la queue, qui ont leur livre d'or, blablabla. Tout à coup, c'était des enfants, ils n'avaient pas les codes, c'est pas des collectionneurs. On sait pas trop ce qu'ils venaient chercher. Je pense qu'ils disaient, il y a Titeuf. Et des fois, je voyais qu'il y en avait qui faisaient la queue, Tout à coup, ça s'ouvre, puis ils sont face à moi, puis c'est entre la gêne et une certaine déception, parce qu'ils pensaient presque qu'ils allaient voir Titeuf, puis en fait, ils voient un adulte, puis ils sont là, oh bah merde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au départ, il y a des gens qui sont tombés amoureux de ce personnage. Et le premier produit dérivé important qu'on a eu, c'est les cartes postales. Et c'est une grosse entreprise carte postale américaine, Hallmark, qui a vu Titeuf et a dit « Ah, c'est génial, on va faire une série ». Mais Titeuf était inconnu, c'était le 2e album, je crois. Mais ils aimaient bien le personnage et ils m'ont commandé des cartes postales. Et j'ai dit « Chouette ». Donc au début, j'ai dû en faire 20, après ils m'ont dit « C'est cool, on en fait 50, on en fait 100, on en fait… » Donc j'ai dessiné des centaines de cartes postales. Et ça, je crois que ça a participé à la notoriété du personnage. Mais après, c'est devenu le phénomène éditorial. Alors là, il y a eu toutes sortes de demandes pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je tenais à tout faire, en fait. Je voulais tout dessiner. C'est-à-dire que je voulais qu'il n'y ait aucun dessin qui soit extrait des albums. Je voulais vraiment faire chaque fois graphiquement ce qui était nécessaire pour tous les packaging, les t-shirts, les casquettes. Je dessinais les motifs pour les chaussettes. Enfin, c'était un truc absurde parce que j'ai laissé ma santé à ce moment-là. Puis à un moment, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire ça parce que j'ai plus le temps de manger presque. Et c'est pas forcément là qu'il faut mettre mon énergie. Donc j'ai accepté de lâcher parce que tout à coup on est passé dans une logique qui était industrielle presque au niveau du merchandising. J'avais jamais imaginé que quelqu'un me demanderait de faire un jeu Game Boy. Donc quand on m'a demandé ça, j'étais vraiment une espèce de naïf qui disait « Oh, c'est rigolo ». Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, des choses probablement que j'aurais pas dû accepter qui ont été faites. Autrement, pour moi, tout ce merchandising, même le dessin animé, au fait, c'était une curiosité. Eh, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? J'étais peu impliqué dedans. En fait, elle a été faite par des studios, j'ai assisté à ça, j'étais invité à donner mon avis, mais il fallait lâcher un peu l'affaire. Donc, je m'y retrouvais parfois pas. Tout ça était très nouveau, en fait. Même en France, d'avoir tout à coup une bande dessinée qui est adaptée en dessin animé aussi vite, c'était pas si fréquent. Et c'est aussi pour ça que j'ai profité de ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de séries que ça, et que Titeuf a été diffusé, et que je pense qu'effectivement, il y avait plus de gens qui connaissaient Titeuf en dessin animé qu'en bande dessinée. Et ça a renvoyé aussi beaucoup de public sur la BD. J'ai choisi la voix, donc j'étais assez content de cette voix, que plein de gens détestaient au début. Ils me disaient « Ah, c'est quoi cette voix horripilante ?» C'était une voix inhabituelle. C'est Monster le bas, cette fois je suis mort. Non, aide-moi s'il t'en plaît. Souvent, c'était les personnages enfantins dans le dessin animé en France, c'était toujours des femmes qui faisaient les voix. Et là, c'était un jeune homme très jeune, Donald Renew, qui avait 16 ans quand il a fait cette voix, qui est devenu un peu sa signature aujourd'hui. Bon, il fait plein d'autres choses, hein. Il fait Spider-Man, c'est un très grand comédien de voix, mais on a une espèce de compagnonnage parce que ça fait plus de 20 ans qu'il est la voix de Titeuf, quoi. Ça, j'étais assez content et d'être battu pour 2-3 thèmes parce qu'effectivement, la télévision, c'est plus frileux
que l'édition, la censure est beaucoup plus forte, donc il y avait énormément de thèmes qu'il y avait dans les albums qui passaient pas dans le dessin animé. Il y en a 2-3 qui sont passés, et j'étais content. Mais même des choses qui semblent insensées, par exemple. Je me rappelle qu'on m'avait refusé un épisode où Titeuf parle avec sa cousine dont les parents divorcent. On m'a dit, c'est pas possible, on peut pas faire ça dans un dessin animé. Je dis, mais si on peut pas rire justement de ce qui est angoissant pour les enfants, alors ça sert à rien. Enfin, faut pas faire ça, quoi. Signer Titeuf, il fallait prendre autre chose. Des séries pour les enfants gentillettes, il y en a plein, quoi. Ça a été pas mal de prises de tête, ce dessin animé, mais à l'arrivée, ça a été génial. On a parlé avec mon éditeur de faire un guide. Les guides que j'ai eus quand j'étais enfant, c'était les manuels des Castors Junior. Et on adorait ces manuels des Castors Junior. C'est des petits bouquins remplis de trucs pour épater ses copains, des chiffres, quelle vitesse court le guépard, combien pèse une baleine. Et j'avais envie de faire ça. Et je dis, j'aimerais bien faire ça avec Titeuf. Je trouvais que ce serait un beau prolongement pour le public plus jeune de Titeuf. L'éditeur me dit, génial, super, on y va, on fait ça. Trouve une idée, on fait ça. Et je reviens, je lui dis, alors là, j'ai trouvé une idée. On va faire le guide du zizi sexuel et on va faire un manuel qui parle de la sexualité, mais de manière non anxiogène. Pour les enfants, les pré-ados, qu'est-ce que ça va être l'adolescence? Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est faire l'amour? Qu'est-ce que c'est une érection? Alors, je vois mon éditeur qui vient tout pâle, il me dit, ah non, attends, on a déjà eu plein de problèmes avec les premiers albums, avec la couverture, avec le pénis en coupe. Et puis, bon, moi j'ai dit non, je veux faire ça. Donc le truc est un peu retombé comme ça. On dit ok, on fera ça une fois. Et ça, c'était en 99. À peu près une année après, j'ai rencontré Hélène Brûler, qui était directrice artistique chez Hachette et qui faisait les novélisations des Titeuf en Bibliothèque Rose. Il y a aussi eu ça, il y a eu Titeuf en Bibliothèque Rose. Et donc elle écrivait ça, elle écrivait vachement bien. C'est devenu ma compagne. Et à un moment, j'ai dit, bah, voilà, moi j'ai ce projet, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse ça ensemble, d'écrire toi les textes de ça? Et puis on a commencé à phosphorer là-dessus. Il a dit, ah c'est génial, on pourrait collecter les vraies questions des enfants, pas faire un truc d'adulte qui explique aux enfants, mais aller chercher les questions des enfants et leur répondre de manière, avec un langage très simple, et prendre toutes les questions. Pas seulement ce qu'on estime nous important, mais aussi des questions qui peuvent sembler, qui font marrer en fait. Et voilà, donc on a bricolé ce truc avec une semi-bénédiction un peu des éditions Glénat qui, je pense, qui disait ouais, ok, mais ça va être problématique. Et donc le bouquin est sorti avec un tirage qui était, je pense, 10 fois inférieur à un album de Titeuf. Et puis, moi, je me suis retrouvé en dédicace avec plein d'enfants qui venaient acheter ce truc, qui venaient avec leurs parents. Je me rappelle d'un garçon qui était avec sa grand-mère à Noël. Il disait, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux ça. Le guide du zizi sexuel. T'es sûr que tu veux ça? Oui, c'est ce que je veux. Et je me disais, mais quel courage. Moi, jamais j'aurais osé dire à mes parents que je veux un livre dans lequel il est écrit sexuel sur le titre. Je disais qu'ils sont déjà beaucoup plus courageux que ma génération. Et ce guide est devenu presque un bouquin institutionnel, en fait. Je pensais qu'il allait vraiment faire école et qu'il y aurait plein de trucs comme ça. Et pour finir, pas tant que ça, j'ai l'impression. On est resté dans des manuels qui parlent de sexualité très... Les adultes parlent aux enfants. C'est pour ça que 20 ans après, on s'est dit, on va refaire une édition parce que notre guide, il est daté. Il y a des choses qui méritent d'être renouvelées. Il y a des nouveaux sujets qui doivent être abordés. Puis au fond, voilà, le truc, c'était de dire soit on le met à la poubelle, parce qu'il est devenu obsolète, soit on le refait un petit peu. Donc on a retravaillé dessus. C'est un livre qui a eu un destin assez incroyable, parce qu'après, il a été traduit aussi dans énormément de langues, et parfois dans des pays où Titeuf n'existait pas forcément en bande dessinée. Ils ont pris le guide du zizi sexuel. Non, il était traduit en Chine, en fait. Moi, j'étais invité à Pékin par la commission de l'hygiène culturelle. On était dans Pékin, vraiment encore pas monstre open, quoi. Enfin, ils avaient des lois où l'homosexualité, c'est un délit. Il y avait quand même la question de qu'est-ce qu'ils vont faire du guide? Qu'est-ce qu'ils vont couper? Donc on a dit, bah, le guide, soit vous l'éditez dans son intégralité, soit vous l'éditez pas, mais vous pouvez pas prendre des morceaux. Voilà, après il y a eu l'édition brésilienne où Bolsonaro est parti en guerre contre le guide du zizi sexuel, il a essayé de le faire interdire, il l'a utilisé même dans sa campagne en faisant croire que c'était un objet de propagande de la gauche pour pervertir les enfants. Je me rappelle qu'une année, j'étais au Festival d'Angoulême, il y avait une rencontre qui est organisée, à la fin, il y a 2 journalistes qui étaient venus du Brésil pour m'interviewer, pour me demander ce que je pensais de ça. Bolsonaro n'était pas encore candidat, mais c'était déjà un activiste politique très très inquiétant là-bas, quoi. Jamais on m'a dit, bon, maintenant que t'es passé à plus d'1 million de lecteurs, tu peux plus dire ça. Pour faire des histoires stupides et potaches. Et on m'a jamais empêché de le faire. L'idée, c'était de continuer à s'amuser, en fait. Toujours. Et encore aujourd'hui. Et j'aime bien rire bêtement d'une histoire de Titeuf. Et parfois, ben, il y a une histoire qui va venir, qui sera peut-être moins drôle, mais plus profonde, qui va parler de thèmes plus importants. Mais c'est pas tellement prémédité. Je me dis pas, tiens, maintenant, il faut que je parle de choses importantes. Il faut que Titeuf parle des migrants, ou que Titeuf parle du cancer du sein, ou que Titeuf... Non, parce que c'est pas...
C'est comme un enfant, en fait. Quand je me mets dans la peau de ce personnage, un enfant, bah, il va passer devant une affiche de, je sais pas, d'un film, puis il va parler du film, puis la seconde d'après, il va parler de la guerre en Ukraine, et puis la seconde d'après, il va parler d'une histoire de boule puante. Il zappe tout le temps, et il n'y a pas un sujet qui est plus important qu'un autre. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, là, j'ai recommencé un album de Titoff il y a 2 mois, et je m'amuse vachement. Et je me dis pas, attention, Titoff, 30 ans, tant de lecteurs, tant de générations, et qu'est-ce que j'en sais, je suis pas sociologue, je sais pas ce que les gens pourraient bien attendre. Moi-même, en tant que lecteur, je sais pas ce que j'attends. J'ai envie d'être surpris. J'espère toujours que ce sera en bien. Terminé.